Parlons placement, votre émission consacrée à votre patrimoine. Comment investir son épargne en 2020? On va évoquer plusieurs thèmes. On va commencer bien sûr par faire un point sur les marchés financiers et s'intéresser au pétrole. Sera-t-il le grain de sable qui pourrait faire dérailler ce train lancé à pleine vitesse? Les fonds euros, vous le savez, ont du plomb dans l'aile. Par quoi les remplacer? Bien, il y a de plus en plus d'opportunités, notamment dans l'immobilier. On en reparlera également dans la deuxième partie de l'émission. Et puis une troisième partie consacrée à la SCI Capimo, cette darling des investisseurs qui offre des bons rendements. On aura le chiffre de l'année 2019 en exclusivité tout à l'heure. Ce sera la troisième partie de l'émission. C'est votre émission, c'est du direct. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant celle-ci à nos invités. Parlons placement, c'est parti. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, ces marchés financiers et cette actualité, ce qui est bien, c'est qu'on s'ennuie jamais avec Donald Trump. Quand Certes. ce n'est plus le bras de fer avec la Chine, c'est le bras de fer avec l'Iran qui prend le relais. Oui, tout à fait. On l'avait complètement oublié, en fait, le Moyen-Orient sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, en 2019, on n'a parlé que du bras de fer entre les États-Unis et la Chine. Le bras de fer commercial, alors qui s'est soldé par un début d'accord, on pourrait dire, une phase 1 comme... Qui s'est soldé par un accord, un véritable accord, en fait, de phase 1. Donc il y aura certainement une phase 2, mais à mon avis, elle n'interviendra pas en 2020. Parce qu'il ils y a vont laisser des ça élections. de côté. Il y a les élections dans 10 mois. La Chine ralentit. Ils ne vont pas vouloir mettre de l'huile sur le feu. Donc, aucun des deux acteurs a intérêt à lancer la phase 2 cette année. Donc, on est tranquille pour le 2020. Alors, ce qui est quand même assez drôle dans cette affaire, c'est qu'on a parlé de ça pendant 2 ans, depuis janvier 2018 à la fin de 2019. Et le jour où ils ont signé cet accord, le 15 janvier, sur les marchés, calme plat. Il ne s'est rien passé, ça n'a pas monté, ça n'a pas baissé. En fait, les marchés avaient tellement monté en 2019 que tout ça a été intégré, les bonnes nouvelles. L'accord a déjà été intégré dans les cours de 2019, ils sont déjà dans les cours, il n'y a plus rien à attendre de cet accord pour l'instant. Bon, donc c'est pas ça le relais, mais il y a un autre facteur d'inquiétude, et ça nous amène au pétrole, c'est ces nouvelles tensions, et notamment autour de l'Iran. Oui, même si c'est calmé là, ces derniers jours, on a vu effectivement donc, que le risque géopolitique s'est déplacé au Moyen-Orient, entre les États-Unis et la Chine. Alors, les tensions existent depuis 40 ans, vous allez me dire, depuis la révolution de 78, donc c'est quand même pas tout neuf. Plus récemment, les tensions quand même se sont ravivées pour moi depuis 2018, là encore, depuis que Trump a décidé de sortir de l'accord de Vienne de 2015. Donc, à partir de ce moment-là, il a remis en place un embargo sur l'Iran et donc les tensions entre les deux pays sont devenues de plus en plus vives. Ce que vous dites, c'est que c'était un peu inéluctable et que les deux bateaux étaient il y avait un risque de collision fort. Voilà, il y avait un risque de collision assez fort. Il y a eu une collision donc en tout début janvier avec la neutralisation du général Soleimani à Bagdad, du général donc, iranien, avec une réaction finalement assez mesurée de la part de l'Iran. Mais ce qu'on a vu sur les marchés, c'est ça qui nous intéresse, la conséquence sur les marchés financiers, donc sur le patrimoine de nos clients, c'est quand même une hausse assez forte du pétrole à ce moment-là. Alors, elle n'a pas été finalement très longue, très durable, cette hausse. Le pétrole est redescendu parce qu'aujourd'hui, avec un petit peu de recul, on se rend compte qu'il n'y a pas d'escalade de la violence. Mais c'est un dossier qui a surveillé. Parce que finalement, on se rend compte que personne n'a un intérêt à ce qu'il y ait un conflit armé entre les deux pays, entre l'Iran et les États-Unis. Certainement pas Trump, qui est encore une fois dans 10 mois devant les électeurs américains. L'Iran qui connaît d'énormes difficultés économiques et sociales, mais à tout moment, ça peut s'embraser et à tout moment, ça peut créer de nouveau de la volatilité sur les marchés. Alors, est-ce que ça pourrait être le grain de sable, pour reprendre votre expression, ce pétrole qui fait dérailler les marchés financiers? Alors, on a vu, donc, il y a eu un impact fort sur le pétrole. Maintenant, le risque majeur, il n'est pas tellement sur la production de pétrole de l'Iran, qui a beaucoup baissé depuis 2018. Et qui avait été compensé par le pétrole américain, le gaz de schiste. Tout à fait. Donc, on ne l'a pratiquement pas vu sur le prix du baril.
Parce que finalement, les Américains compensent la baisse de production, donc pas d'impact sur le prix. Donc les Iraniens n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce bras de fer. Alors, il y en a un, ils menacent systématiquement en cas de conflit de bloquer le détroit d'Ormuz. Oui. Il faut savoir, pour donner quelques chiffres, pour que vous puissiez réaliser les enjeux du détroit d'Ormuz, 20% de la production de pétrole passe par le détroit d'Ormuz. Vous savez qu'il y a entre l'Iran et les Émirats arabes unis. S'ils bloquaient le détroit d'Ormuz, effectivement, on pense que le prix du baril exploserait. Il pourrait doubler, repasser au-dessus des $100, peut-être atteindre 120, 150 $ le baril. Et on a déjà connu des crises de ce style par le passé. Est-ce qu'il y aurait les mêmes conséquences? Est-ce que l'économie mondiale, pour le dire autrement, est toujours aussi pétro-dépendante? Alors probablement moins que lors du choc pétrolier de, vous pensez peut-être 73, 74, 78, ça c'est évident, mais moins qu'il y a une dizaine d'années. En 2008, le pétrole était plus de $100. On est encore moins dépendant qu'on ne l'était il y a une dizaine d'années. Mais ça nous ferait mal s'il augmentait très rapidement, s'il y avait une crise aiguë à un moment donné qui provoquerait une hausse du pétrole très rapide, ça nous ferait mal à court terme. Maintenant, sur le moyen terme, je pense qu'effectivement, on a les moyens de gérer une telle crise et une hausse du pétrole. Il y a plusieurs moyens. D'abord, la production de pétrole. On voit que les États-Unis ont pu augmenter leur production de pétrole, et c'est vrai aussi des autres pays membres de l'OPEP, notamment je pense à l'Arabie Saoudite, à la Russie. L'Arabie Saoudite a certainement les moyens d'augmenter massivement la production de pétrole s'il y avait besoin. Et donc par ce biais, en augmentant l'offre, on ferait baisser les prix du pétrole. Donc on peut juguler les prix du pétrole, ce qu'on ne faisait pas avant. Il y a beaucoup plus d'entente finalement entre les pays producteurs qu'il n'y avait d'entente lors des précédentes crises pétrolières. À part le pétrole, est-ce qu'il y a d'autres facteurs d'inquiétude ou au contraire de réassurance pour ces marchés financiers? Alors, je vais commencer par les aspects un peu négatifs. Les points d'inquiétude ou d'attention, on va dire, sur les marchés financiers, ça concerne les États-Unis. On dit que les entreprises sont très endettées aujourd'hui aux États-Unis. Alors, pourquoi ça ne se voit pas sur les marchés financiers? Parce que les marchés financiers sont au plus haut. Ça a l'air d'être un non-sujet. Parce qu'en même temps que les entreprises sont très endettées, elles ont également un taux de marge qui est le plus élevé qu'on n'a jamais connu. Et donc, elles ont la capacité à rembourser leurs dettes. La Fed a baissé ses taux l'année dernière, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais s'il y avait un grain de sable, comme le pétrole par exemple, s'il y a une crise qui ferait baisser les marges, alors là, attention, ça pourrait avoir un impact important pour les marchés. Certains disent qu'il faut surveiller l'endettement des étudiants, ce sont les prêts étudiants qui pourraient être le nouveau subprime américain, mais bon, c'est un autre sujet, on n'aurait pas le temps de l'ouvrir. Je pense que l'endettement des entreprises est plus préoccupant que l'endettement des étudiants. Qui sont quand même des grosses masses. Qu'est-ce que font vos clients? Est-ce que finalement ils n'attendent pas aussi un peu un trou d'air, une crise sur les marchés financiers, je ne sais pas, une baisse de 10-20% pour revenir? Parce que c'est toujours un peu l'angoisse de se dire, tiens, si j'investis à ces niveaux actuels, est-ce que je ne prends pas le risque de rentrer dans le marché au plus haut? Donc effectivement, aujourd'hui, nous on conseille de ne pas s'exposer à 100% des portefeuilles sur des marchés actions risqués. Les marchés sont quand même relativement hauts. On constate malgré tout que sur les marchés actions, ça revêt beaucoup de choses, beaucoup de zones géographiques, beaucoup de secteurs. Et donc, il y a moyen de choisir des actifs qui ont un potentiel de hausse. Nous, on en voit deux. En fait, en Europe, il y a des secteurs type les cycliques qui ont un potentiel de hausse qui est assez important. Elles sont aujourd'hui encore sous-valorisées. Il y a quand même une reprise de la croissance. Le FMI l'a indiqué encore hier, même si elle est un peu plus faible que ce qu'on pensait. Il y a une reprise de la croissance. Oui, ça pose la question du cycle, d'ailleurs, parce que cette fin de cycle qu'on annonce depuis une dizaine d'années, on ne la voit toujours pas venir. On ne la voit pas venir. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est une réaccélération du cycle, et l'Europe en profite. Et puis également les émergents. Et ça, c'est l'accord entre la Chine et les États-Unis qui va profiter aux émergents, à l'Asie en particulier, à la Chine et l'Asie hors Chine, hors Japon. Et ça, on conseille d'aller sur ces marchés-là parce qu'il y a un potentiel de hausse qui est important. Bon, si je résume, on pourrait dire oui, il ne faut pas être absent des marchés financiers, mais avec discernement et bien choisir ses poches, soit sectorielles, soit géographiques.
Exactement, c'est un bon résumé. Bon, merci beaucoup Jonathan, et on se retrouve dans un mois pour faire un nouveau point sur les marchés financiers. Tout de suite, on va s'intéresser aux placements immobiliers au sein de l'assurance vie. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On l'annonce, émission après émission, le fonds euro perd de l'altitude, en tout cas le rendement du fonds euro, et c'est un peu une chronique d'une mort annoncée. Beaucoup d'épargnants se demandent par quoi remplacer ce sous-jacent, notamment dans ces enveloppes d'assurance vie. Oui, effectivement, on peut même dire que le fonds euro est caduc, on l'a annoncé depuis un certain temps. L'année 2019 aura été fatale, on peut le dire, au fonds en euro. Avec l'arrivée des taux négatifs dès l'été. Et puis après, il y a eu un autre événement qui est proche, mais qui ne concerne pas directement le fonds euro. C'est le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui demandait il y a encore quelques jours, lorsqu'il a annoncé que le taux du livret A passait de 0,75 à 0,5%, pour rappel, l'inflation est à 1%, il demandait aux Français de diversifier leur épargne. Et donc, on va y répondre en partie. Oui, on est en taux négatif, c'est ce que vous rappelez quand on investit son épargne sur des livrets A. Il y a des livrets bancaires qui sont à 0,05%, enfin c'est l'épaisseur du trait, avec une inflation à 1%. En effet, on perd de l'argent sur la durée. Il faut en avoir conscience. Et c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il y a une petite musique gouvernementale qui finalement prend acte du décès du fonds euro et qui se dit qu'il faut absolument convaincre les Français d'aller vers un peu plus de risques. C'est le cas, d'aller un peu plus de risques, mais... on va voir, il y a des solutions pour rester dans une logique assez proche de celle du fonds en euros, c'est-à-dire d'avoir une certaine capacité à retirer ses fonds lorsqu'on le souhaite, d'avoir une durabilité dans la performance, d'avoir la possibilité également d'être sur des placements très peu risqués. Donc tout ça existe, notamment à travers l'immobilier. C'est pour ça que nous, on se pose la question si finalement 2020 ne sera pas l'année de l'immobilier dans l'assurance vie. En fait, il faut le rappeler, d'abord les fonds en euros posent aussi un problème aux assureurs. Ça entraîne des obligations en termes de couverture de fonds propres par les assureurs qui fait qu'on a un nouveau paradigme. Les assureurs sont obligés de gérer un nouveau paradigme auquel ils n'étaient pas confrontés dans le passé. Donc effectivement, aujourd'hui, il faut essayer de trouver les solutions qui vont faire en sorte qu'on réponde à la caducité du fonds en euros. Alors, on va voir en effet comment le faire avec des sous-jacents immobiliers. On rappelle peut-être le contexte. Traditionnellement, un épargnant dans une enveloppe d'assurance vie mettait 5-10% d'immobilier. Oui, encore, c'était 80% de fonds en euros, donc de fonds obligataires, un petit peu d'immobilier et surtout des unités de compte plus classiques liées au marché financier. Donc entre les unités de compte liées au marché financier ou les fonds un peu plus classiques et les fonds en euros, il y a effectivement une classe d'actifs qui s'est fortement développée. On va même en parler encore plus dans la troisième partie de l'émission. Donc il y a une troisième classe d'actifs qui s'est développée qui est liée à l'immobilier. Et dans la classe d'actifs de l'immobilier, on voit qu'il y a absolument une profondeur importante de solutions qui sont avec des horizons de placement très longs, des solutions un peu plus liquides. Alors on va voir justement ces différents vecteurs pour investir dans l'immobilier. Vous nous avez apporté un graphique. On va le découvrir avec principalement trois catégories, OPCI, SCPI, SCI. Voilà. On peut rappeler peut-être le distinguo entre les uns et les autres. Les OPCI, ce sont des placements, des familles de placements dans lesquelles il y a généralement 70% d'immobilier et 30% liés au marché financier ou à une poche liquide qui permet de rendre liquide ce placement. Et on voit ce qui est intéressant ici, qu'il y a une forme de volatilité dans la performance, puisqu'on voit qu'en 2018, la performance avait chuté, notamment parce que la poche action, la poche liée au marché financier avait subi quelques contre-coups en fin d'année sur le quatrième trimestre. On voit par contre que les SCPI, qui sont vraiment les produits les plus purs en immobilier depuis plusieurs années, ont des rendements plutôt, des performances que j'entends ici, bien entendu, sans la partie revalorisation du patrimoine. C'est vraiment que les loyers, si on peut dire, d'une certaine manière. C'est assez stable. On voit que les SCI, qui est le nouvel univers qui s'ouvre depuis quelques années maintenant, on va justement en reparler en troisième partie, c'est toutes les sociétés civiles immobilières uniquement disponibles en assurance vie et qui sont souvent, qui ont une vraie latitude pour aller investir sur beaucoup de supports différents en immobilier. En tout cas, si on prend les performances moyennes de ces trois vecteurs, on est entre 4 et 5% pour faire simple. Là où en effet, un fonds euro moyen rapporte 1,4 et avec une inflation de 1,3.
Donc, si on s'intéresse à l'un de ces vecteurs, la SCI Capimo, c'est un exemple que vous avez apporté, on va voir le graphique. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre un coup de projecteur sur cette Alors là, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire un coup de projecteur sur l'univers des sociétés civiles immobilières. Capimo en est le meilleur exemple parce que c'est celle qui a la plus grosse capitalisation aujourd'hui sur le marché, qui a un peu ouvert le bal, mais disons qu'aujourd'hui on est capable de suivre à peu près une quinzaine de SCI sur le marché, et on voit que la moyenne de performance de ces SCI sur les dernières années, depuis 2013, ça c'est des données Cantalis, elles ne viennent pas de chez bienprévoir.fr, elles viennent de Cantalis, on est là effectivement sur un rendement autour de 4%, et ce qui nous apparaît très intéressant, important d'avoir en tête, c'est que la volatilité c'est l'indice du risque finalement. Il oscille entre 0,5% et 1% maximum en moyenne sur ces unités de compte. Et là aussi, là, moi, j'ai mis en avant celle de Capimo, mais lorsqu'on regarde l'indice de l'ensemble des SCI du marché, c'est à peu près ce qu'on a. Et on se constate finalement que c'est une réponse au fonds euro. Sur le fonds euro, il n'y a pas de volatilité en réalité. D'accord ? Mais on est à zéro. Voilà. Sur un fonds classique, vous avez des fonds qui sont plus liés au marché financier, marché boursier. Vous avez des volatilités qui peuvent monter au-delà de 4, 5, 6, 7%. Là, on est sur une volatilité très faible. Donc, je pense que quand le ministre de l'économie demande à ce qu'on fasse la pédagogie et que les Français diversifient leur patrimoine, on a une réponse parfaite là, puisque cette volatilité montre année après année qu'elle est extrêmement stable. Alors, on va voir ce qui fait aussi la force et les fondations de ces performances. C'est le marché immobilier. Donc là, c'est un autre graphique qu'on va découvrir ensemble. Tout à fait. Là, en fait, ce qu'on a voulu démontrer, c'est qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier de bureau, notamment en Europe, se porte extrêmement bien. On l'a dit à plusieurs reprises, mais on peut le résumer. C'est d'une part, les loyers augmentent. Les taux de vacances baissent. Les loyers augmentent, pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus besoin, avec le contexte économique aujourd'hui, de bureaux dans les grandes villes européennes. C'est la courbe orange. La courbe orange. Et à l'inverse, on voit qu'elle croise la courbe des taux de vacances, qui est en fait le stock disponible. Le stock disponible baisse mois après mois, année après année. C'est logique, moins il y a d'offres, plus les prix montent. C'est la loi du marché. Et ça nous laisse penser qu'effectivement, et on va le voir avec Capimo après, que probablement on est avec surtout un contexte que personne ne réfute aujourd'hui, les taux sont durablement bas, les taux longs seront durablement bas. Et donc tout ça va soutenir en fait le fait que les loyers vont continuer à augmenter. Et l'immobilier va continuer à se valoriser. Et donc on a probablement devant nous quelques années qui vont permettre de continuer à tirer ce genre de rendement. Et alors les assureurs ont bien compris ce phénomène et l'accompagnent. C'est un autre graphique qu'on va découvrir ensemble, où on voit qu'en effet, il y a une place de plus en plus grande qui est faite à ces produits. Complètement, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, alors notre alerte, notre recommandation est bien entendu de rester diversifié. On n'est pas en train de dire qu'il faut complètement basculer son patrimoine en immobilier. Il faut le faire. À quelle hauteur on peut monter en termes de patrimoine sur cette poche immobilière ? On peut considérer que 30% de son patrimoine qui est exposé à l'immobilier hors résidence principale, ça nous paraît être assez raisonnable. Ceci dit, on peut complètement aujourd'hui, et c'est ça notre message, de plus en plus les compagnies d'assurance ouvrent la possibilité d'exposer leur propre contrat d'assurance vie sur l'immobilier. Et donc c'est pour ça qu'ici vous voyez que dans notre tableau, on indique 4 contrats d'assurance vie sur 4 assureurs différents qui tous offrent la possibilité d'exposer 100% de ce contrat-là à l'immobilier. Oui, jusqu'à 100%. Donc en effet, ça peut être une stratégie peut-être pour un contrat qui serait en plus de... un contrat supplémentaire, de le remplir à 100% d'immobilier. Au nombre de contrats d'assurance vie qu'on peut détenir. Et donc en fait là on voit après que chaque assureur met ses propres limites et vous aide d'une certaine manière avec ces limites-là à construire votre allocation, mais on voit qu'en fait on peut, selon les montants, selon les patrimoines, aller sur des niveaux d'investissement en SCPI, en SCI ou voire en OPCI assez importants. Donc il n'y a pas vraiment aujourd'hui de limite forte. Par contre, souvent, il y a des limites à l'investissement en SCPI. On ne peut pas mettre 100% en SCPI. La SCPI est quand même un placement beaucoup moins liquide. Même si on est dans le cas de l'assurance vie où il y a une liquidité qui est assurée par l'assureur, il n'empêche que l'objectif, c'est quand même de couvrir les frais d'acquisition. Et donc, de couvrir, il faut à peu près 3 à 4 ans actuellement pour couvrir ces frais d'acquisition. Et l'horizon de placement sur un SCPI, c'est 8 ans, voire 10 ans. Vous êtes assez enthousiaste sur ce type de placement à horizon court, moyen terme, disons, parce qu'il y a une perspective de taux bas et des marchés immobiliers favorables, on l'a vu avec la vacance. Mais si on se projette sur 10-15 ans, est-ce qu'on peut être aussi certain de ce type d'investissement ? Non, il va falloir suivre ça justement avec beaucoup d'attention, être prêt à
Arbitrer. Arbitrer, tout à fait, mais on a au moins devant nous 3-4 ans. Si on considère que les taux, il n'y a pas un changement majeur dans l'univers des taux, ce que à peu près tous les économistes considèrent, y compris la Banque de France, on doit pouvoir envisager que dans les 3, 4, 5 prochaines années, on puisse continuer à être sur ce genre d'univers. Donc ce que vous me dites, c'est qu'on peut ouvrir une poche d'assurance vie investie fortement avec ce type de sous-jacent. Et puis si dans 3-4 ans la situation change, on pourrait aller sur d'autres vecteurs. Tout à fait. Et je dirais que la meilleure manière d'arbitrer, si ça devient nécessaire, c'est d'être exposé sur des placements immobiliers plutôt liquides, SCI et OPCI, c'est les placements les plus liquides, où les frais d'entrée sont aussi les plus bas, ce qui fait que assez rapidement, on couvre ces frais-là et donc on a la possibilité d'arbitrer au bout de quelques mois, quelques années. Merci Vincent, ça c'est le paysage global de l'investissement immobilier. On va en effet poursuivre ce coup de projecteur puisqu'on a la chance d'avoir un représentant de la SCI Capimo qui va nous parler plus en détail de ce produit. Merci Vincent, à bientôt. À bientôt. On a le plaisir d'accueillir Antoine Depigny. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes directeur relations investisseurs et développement chez Primonial Reim. Et on va parler ensemble de la SCI Capimo, notamment pour voir le bilan et les perspectives de ce vecteur. Première question, la performance 2019. Alors la performance 2019 de la SCI Capimo, donc, qui a été publiée assez récemment, elle est de 4,56%. Donc c'est une très bonne performance. On était à combien l'année précédente? À 4,20. Donc ça progresse. Un progrès par rapport à l'année dernière, un progrès même par rapport aux autres années, puisque la performance elle est assez stable autour de 4, 4+, donc 4, 4,50, ce qui est vraiment l'objectif de performance de la SCI Capimo. En quelques mots, pour revenir, Capimo c'est quoi? C'est une SCI à capital variable, donc qui investit uniquement dans des produits immobiliers. Donc elle est vendue uniquement en UC au sein des contrats d'assurance, et son objectif c'est vraiment de répliquer le marché immobilier pan-européen et de reproduire la performance naturelle et la capacité de Primonial Reim à trouver cette performance sur le marché. Alors on va revenir sur la façon dont vous construisez, dont vous allez défendre dans les années qui viennent cette performance, mais auparavant peut-être le distinguo SCI, SCPI. Oui, bien sûr. Alors, une SCPI, donc c'est un véhicule qui est disponible en souscription directe. Donc, c'est un véhicule commun de placement immobilier qui permet d'investir dans des produits immobiliers, donc soit en direct, soit en indirect, qui peut être sur laquelle on peut mettre de l'endettement. Donc c'est vraiment le véhicule, on va dire, favori d'investissement des Français. C'est un produit sur lequel Prem est extrêmement présent, puisque vous avez une gamme aussi de SCI. assez étoffée. La SCI est un produit un tout petit peu différent. La SCI est c'est la forme d'investissement, on va dire, classique d'investissement pour les professionnels. Mais là, elle est mise à disposition des particuliers, mais uniquement au sein d'un contrat de capitalisation en assurance vie. Donc c'est uniquement la modalité d'accès qui fait la différence entre les deux produits, oui. Et pas forcément la façon dont elle est structurée ou investie? Oui, alors non, pas vraiment. Les deux sont des produits immobiliers. La SCPI a un certain nombre de guidelines d'investissement qui restreignent leur objet. La SCI est beaucoup plus large, son objet est immobilier, donc elle permet d'investir à la fois dans de l'immobilier direct, dans de l'immobilier indirect, dans des SCPI, dans des foncières cotées, et d'avoir sa propre poche de liquidité s'il le faut. Donc c'est un véhicule qui est assez souple et qui permet énormément de choses sur le marché, alors que la SCPI, effectivement, elle est beaucoup plus, on va dire, sur les pure immeubles dans son approche. Ouais, tout à fait. Alors, comment s'est construite cette performance de 4,56% en 2019? Qu'est-ce qui a tiré justement ces chiffres? Alors, ce qui a majoritairement tiré les chiffres, c'est les bonnes performances de l'immobilier lui-même, puisqu'on sait que sur le marché, les performances des autres catégories de produits ont pu être un peu compliquées. Là, le marché immobilier continue à être extrêmement bien orienté, que ce soit en collecte et en performance. Et en fait, le choix d'investissement de nos gérants, donc de notre équipe de fund management, mais aussi des équipes de transactions qui sont basées donc à la fois à Paris, mais également partout en Europe, ont permis d'aller dénicher, on va dire, les investissements immobiliers qui ont permis de produire cet investissement et cette performance. Et en quelques mots, les grandes, on va dire, orientations restent
le bureau, le résidentiel qui est extrêmement bien orienté, mais également certaines poches d'investissement sur le commerce. Et on a commencé à développer de façon extrêmement ambitieuse cette année aussi les poches d'investissement alternatives. Donc on a continué l'investissement phare de Primonial, qui est l'investissement en immobilier de santé, et également l'immobilier en hôtellerie et plus largement en tout ce qui est hospitality. D'accord, donc on voit que c'est très large comme palette et que donc, votre métier, c'est d'arbitrer entre les tendances immobilières qui permettent de sortir cette performance. Vous avez mentionné l'Europe, ça c'est important aussi, c'est un moteur de la performance? Oui, l'Europe c'est extrêmement important parce qu'il y a un certain nombre de marchés immobiliers qui ne sont pas forcément assez profonds pour absorber, on va dire, la collecte et permettre des investissements qui restent des investissements de qualité. Donc je prends un exemple assez classique, l'immobilier de bureau parisien, francilien, il est suffisant, il est suffisamment de qualité pour absorber l'intégralité de la collecte des différents acteurs et on trouve vraiment beaucoup de choses. Donc nous, on a décidé, par exemple, de se concentrer sur l'immobilier de bureau francilien. En revanche, l'immobilier de santé, c'est l'immobilier, on va dire, notre spécialité au sein de Prem. On est vraiment leader de l'immobilier de santé sur ce secteur. L'immobilier de santé, c'est un petit marché. Et c'est un marché qui serait trop petit pour se concentrer sur la France. Donc là, l'Europe, c'est une obligation pour nous en termes de qualité. Si on veut maintenir le même niveau de qualité, il faut qu'on aille sur l'intégralité des pays. Alors nous, on reste limité à la zone euro. On fait de l'immobilier. Et quel type de pays sont dynamiques actuellement Alors aujourd'hui, on investit majoritairement en France, en Allemagne, mais également dans le Benelux, dans les pays... on regarde les pays nordiques, on regarde également l'Espagne, l'Italie, sur lesquels on a d'ores et déjà une présence. Et on ne s'interdit pas de regarder dans d'autres pays, peut-être un peu plus à l'est. Voilà, c'est vraiment des zones de réflexion, mais les principaux pays d'investissement sont bien sûr les pays core Europe. Quand on se promène dans les rues de Paris, on voit ce nombre de chantiers en cours, de rénovation, beaucoup de bureaux. J'imagine que c'est le corollaire du dynamisme de ce marché, c'est-à-dire que des investisseurs comme vous, qui apportez de l'argent, donc on fait des travaux et ça permet d'entretenir finalement ce marché. Ça, c'est vraiment un signe avant-coureur, c'est quelque chose à surveiller, le nombre d'échafaudages dans les rues de Paris? Oui, effectivement, je crois qu'il y a un certain nombre d'indicateurs sur le nombre de grues qu'on peut surveiller pour regarder si le marché immobilier surchauffe ou pas. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un marché en surchauffe. On est en revanche dans un marché où il est vrai qu'un certain nombre de produits commencent à devenir assez chers, même si le prix du marché est tout à fait sain, puisque finalement la marge, on va dire, par rapport au taux sans risque, reste tout à fait équivalente à celle qu'elle était dans les dernières années. Donc on n'a pas de sujet d'inquiétude là-dessus. En revanche, on sait qu'on est dans un environnement taux bas, un environnement qui va probablement rester pour un certain temps. Donc les années de compression naturelle des taux immobiliers et de croissance, on va dire, naturelle du marché, entre guillemets, sans rien faire, sont probablement derrière nous. Et alors, comment est-ce qu'on peut extraire de la valeur alors justement, en mettant des grues, ça c'est un des premiers, en rénovant, en redéveloppant, en ayant un travail d'asset management actif, que ce soit sur la qualité du bâti. Et donc effectivement, à Paris, on voit énormément de travaux, mais également sur le travail qu'on peut faire sur les locataires. Donc c'est avoir un travail actif avec les locataires pour les rendre heureux, pour qu'ils veuillent rester, ou au contraire les changer quand on pense qu'ils ne sont pas à leur niveau de marché. Donc c'est vraiment ça qui va être le driver de la valeur dans les années qui viennent. Vous parliez de collecte, un produit, Capimo, la SCI Capimo, c'est combien de collecte en 2019 Alors en 2019, la collecte c'est 1,6 milliard. D'accord. Et vous avez réussi à finalement tout placer oui, alors c'est un aussi court laps de temps? Alors effectivement, c'est la force de Capimo, donc c'est cette souplesse dans l'investissement. Capimo est capable d'investir dans quasiment tout type d'investissement immobilier, donc ça nous permet... Ça permet d'absorber plus facilement. Exactement. Et éventuellement de placer dans des foncières cotées en attendant la trésorerie, en attendant qu'on trouve des opportunités. Voilà, alors aujourd'hui on est aussi, on va dire, assez visible sur le marché, donc on a l'intégralité du marché qui vient nous voir, souvent de façon off-market, donc avant que les produits soient sur le marché. On a également la possibilité, on l'emploie de façon assez importante, d'investir sur des fonds pan-européens, donc d'aller tirer le meilleur de chacune des maisons quand on pense qu'on a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Voilà donc pour la présentation de la SCI Capimo, mais on rappelle forcément dans le cadre d'une assurance vie, il faut passer par cette enveloppe. Exactement. Merci beaucoup Antoine de nous avoir dépeint un peu
les performances et perspectives de Capimo. Je vous rappelle que Parlons Placement est une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur toutes les bonnes plateformes, Spotify, iTunes ou encore Magellan et d'autres, j'en passe, celle de Google aussi, en tapant directement Parlons Placement podcast sur Google, vous accéderez à l'émission en version audio, ce qui vous permettra de l'écouter en faisant autre chose, la cuisine ou votre jogging. N'hésitez pas à lui apporter 5 étoiles, ça nous permet de faire découvrir cette émission à tous ceux que cette thématique intéresse. Merci beaucoup de votre fidélité, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Parlons Placement.